comme le disait tout à l'heure Agnieszka, on est ici dans le Tarn-et-Garonne depuis 2004. On s'est installé sur cette ferme, selon l'expression coutumière, hors cadre familial. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hors cadre familial? Ça veut dire c'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que vous vous installez pas sur la ferme des parents ou de la famille. Donc vous achetez tout, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Souvent vous achetez ce que les autres vous ont bien voulu vous laisser, c'est-à-dire souvent ce qui n'est pas idéal. Et par-dessus le marché, eh ben, il n'y a pas trop de gens qui vous donnent un coup de main, parce que bon, on commence par vous laisser faire, on regarde ce que vous faites, et puis après éventuellement on vient vous voir. Enfin ça c'est pour la parenthèse. Donc on s'est installé en 2004 sur une ferme qui était quasiment à l'abandon, parce que les propriétaires de l'époque avaient mis leur propriété en vente au tout début des années 2000. Ils ont eu un candidat qui leur a été amené par la SAFER, pour les gens qui voilà, et qui n'était pas du tout crédible, mais ça ils l'ont su après une fois que la personne était installée. Donc il y a eu une procédure d'expulsion, c'était un grand bazar, donc ils étaient bien échaudés, et nous on est arrivés là derrière, donc on était un petit peu sur des œufs, et on n'avait pas trop de marge de manœuvre pour pouvoir discuter des conditions dans lesquelles ils voulaient nous céder leur bien. Bref, ça s'est fait quand même. La SAFER est intervenue aussi pour Ah non, là pour le coup ils ne voulaient plus en entendre parler, ce qui peut se comprendre. Bon. Et donc on s'est installé quand même, et donc il n'y avait plus de culture en place du tout, il n'y avait plus d'animaux parce que tout ça était parti, et bon c'était pas la friche, mais enfin il y avait à peu près 2 ans que c'était pas exploité, donc on a recommencé, et il n'y avait plus de matériel. Donc on s'est installé petit à petit, et en 2004 on a fait venir donc un troupeau d'une trentaine de vaches pour commencer à travailler et à produire du lait puisque c'était une ferme laitière. Voilà. Alors, par rapport aux vaches, donc les vaches, ce sont des brunes des Alpes. On va aller les voir. Là. On les a commandées sur les fermes bourguignonnes, là où il y a un petit peu, pas berceau, mais aujourd'hui le centre. On les a commandées 1 an en avance dans les différentes fermes. Et les éleveurs de brunes des Alpes, ils ont dit on n'a pas de vaches à vendre, mais parce que vous vous installez, chacun va vous donner, va vous céder dans les conditions, voilà. Solidarité, voilà. Donc on a reçu des solidarités, voilà, et des éleveurs de brunes. Donc on avait trop à reconstituer. Donc on les a descendus de Bourgogne pour le coup, effectivement, en camion, etc. Pas nous, mais enfin il les a fait venir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a rien sur la ferme, tout se passe bien. Demain il y a 35 vaches, et là ça change du tout. Et depuis 15 ans, tous les jours, matin et soir, il faut traire les animaux, donc, il faut leur donner à manger, il faut que ça soit tout propre, il faut... Pour répondre à votre question, on a un jeune quand même qui travaille à mi-temps avec nous, qui vient pour la traite du matin. Et donc en gros, on travaille à 2 plein temps et demi. Donc on élève aujourd'hui une petite 60aine de vaches laitières, plus, parce que le troupeau s'est agrandi, on a une naissance, plus les jeunes qui sont destinés au renouvellement du troupeau. Donc en gros, on a à peu près l'équivalent d'une centaine de vaches. Et tout cela sur à peu près 80 hectares que nous utilisons donc, exclusivement pour l'alimentation des vaches. Donc ce que nos vaches mangent ici ne provient exclusivement que de l'exploitation. Pour quelle raison on va vers ce système-là et ce modèle-là, mais effectivement on a une biologie. La règle c'est celle-ci, c'est de s'auto-satisfaire au niveau alimentaire, au niveau fourrage pour les animaux de l'exploitation. C'est-à-dire limiter les achats au strict nécessaire, c'est-à-dire vétérinaire, des vaches malades, et du sel pour les vaches, parce que j'en mange, des petites choses. Alors on fait ce qu'on appelle du foin enrubanné, je vous expliquerai tout à l'heure. C'est de l'herbe qu'on fauche, qu'on fane pendant 2 ou 3 jours, et qu'on met en botte sous un film plastique pour permettre une fermentation lactique. Donc, puisqu'on en parle, c'est une parenthèse. Pourquoi c'est de l'enrubanné, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, la caractéristique de l'herbe, c'est que plus vous la fauchez jeune, meilleure est sa valeur alimentaire. D'accord. Donc pour faire un bon foin, il faut le faire au 15 avril. Au 15 avril, souvent, vous avez 2 jours de boue, 3 jours au maximum. Vous avez souvent un sol qui est gorgé d'eau, donc on n'arrive pas à sécher l'herbe. D'accord. Donc on la préfane et on l'enfile dans ce plastique pour permettre justement de... Alors sinon, il faut attendre là, cette période-là, actuellement, on fait les foins. Oui, bien sûr. Mais quand vous faites des foins au 15 juin, il est dur, il est épié, donc en valeur alimentaire, c'est beaucoup moins intéressant. Donc si vous n'êtes pas justement dans l'objectif d'arriver à l'autosuffisance, l'impératif c'est de récolter des fourrages d'excellente qualité. D'où l'utilisation de ce... D'accord.
Et la différence avec le foin, voilà. comme ça vous avez. Donc actuellement, donc on travaille sur donc 80 hectares et on produit à peu près, bon an mal an, 200 000 litres de lait à peu près chaque année avec nos animaux. C'est un peu plus que la moitié de ce que pourrait produire par exemple une ferme comme la nôtre conduite de façon conventionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, le rendement laitier par animal est de l'image. Mais on verra un peu plus tard peut-être dans la visite pourquoi on n'y attache pas plus d'importance que ça. Parce qu'en fait, c'est pas l'objectif premier. Et la rentabilité de nos systèmes passe pas systématiquement par la productivité des animaux. Et je pense que c'est ça qu'il faut souvent, quand je pense, se destiner à avoir des responsabilités politiques, il faut bien être en mesure de toucher du doigt pour comprendre comment, parce que c'est vrai que les gens nous disent souvent, mais comment c'est possible que vous arriviez, pour quelles raisons. Je pense que le socle il est là, c'est-à-dire que l'objectif étant tout autre, on met en place des systèmes qui sont différents, et donc tout ça participe à un système qui est totalement différent et beaucoup plus vertueux au global, dont l'impact est relativement réduit sur l'environnement par rapport à un système classique. Et quel est l'objectif premier pour vous? C'est équilibré, En tant que paysan, qu'exploitant, personnellement, avoir une activité qui me fasse vivre, bien évidemment, mais le faire de façon, je veux dire, cohérente avec mes points de vue et mes opinions. C'est-à-dire que aujourd'hui, je serais incapable de travailler comme le font mes voisins, parce que je me ferais violence. Ça, je ne veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Anishka et moi, on était salariés avant d'être porteur familial. Et on a changé de vie parce qu'on se rendait compte que la vie vers laquelle on s'orientait en restant salarié ne nous correspondait pas. Enfin, personnellement, ça n'allait pas. Donc, quelque part, je ne m'y retrouvais pas. Donc, je voulais faire autre chose. Bon, je crois qu'on était très naïfs. Je ne savais pas ce que ça allait être. Heureusement, sinon on ne l'aurait pas fait. Mais au final, on ne le regrette pas. Et c'est dans ce but-là, finalement. C'est toujours dans cette cohérence d'arriver vers une façon de vivre qui correspond avec notre façon de concevoir les choses. Ouais. Anishka nous parlera peut-être un petit peu après, si elle est d'accord, de l'organisme par lequel on vend le lait. Vous avez certainement vu passer le camion tout à l'heure. En fait, c'est une organisation de producteurs. Et Anishka en fait partie du conseil d'administration depuis 3 ans maintenant. C'est pour ça que nous avons pris un salarié à mi-temps, parce que moi, c'est une coopérative. C'est un groupement de producteurs. Un groupement de producteurs. Tout à l'heure, peut-être qu'elle va nous en parler. Hein. Ouais. Pour nous, c'est une différence qui est importante. Voilà. Et alors, tout à l'heure, je vous disais, par opposition à l'agriculture dite conventionnelle, j'aime pas l'appeler comme ça, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, je l'appelle chimique, hein, par opposition à l'agriculture biologique. Donc nous, le principe de l'élevage à base d'herbes, et notamment d'herbes pâturées, c'est vraiment le cœur de notre système. C'est-à-dire que dans l'objectif d'être autosuffisant en fourrage et de produire des fourrages à très bon marché, eh ben, on n'a encore rien trouvé mieux, heureusement, que l'herbe pâturée. Parce que de l'herbe qui pousse toute seule, sans engrais chimiques, sans rien, si ce n'est ce que les vaches laissent quand elles pâturent, et qu'elles vont chercher elles-mêmes avec la gueule, ça coûte quasiment rien. Donc à la limite, je ne vais pas dire qu'on se fout de savoir ce que la vache va produire, c'est pas vrai, mais en même temps, même si elle produit bien moins, c'est pas un problème. Parce que nous, la rentabilité, donc pour répondre à la question de Christian, on l'a fait passer effectivement par le fait qu'on est autosuffisant, donc on n'achète quasiment rien, et par le fait qu'on a une bonne valorisation de notre produit. C'est là-dessus qu'on essaye de travailler pour maintenir notre niveau de rentabilité. Donc on verra peut-être plus tard comment, au niveau de la valorisation du produit, on fait pour maintenir notre prix de vente. Mais au niveau de la production, voilà. Donc depuis qu'on est installé, il faut quand même savoir ici, quand on est arrivé, c'était un ancien élevage, il n'y avait pas 1 hectare de près. Pas 1 hectare de près. La première chose qu'on a refait, c'est de remettre en place des prairies. C'est-à-dire que les gens fonctionnaient, ils produisaient plus de lait que nous, à l'époque, il y avait beaucoup moins de vaches, presque la moitié moins. Et les vaches étaient aussi au maïs toute l'année. Elles mangeaient directement aussi. Elles bouffaient du maïs et du tourteau de soja qui vient de l'autre bout de la planète, du Brésil, OGM bien sûr. Ça va de soi. Voilà, donc on faisait des céréales. Le maïs, 80% de... Pardon. maïs. Mais comme toutes les plantes, sauf que le problème du maïs, souvent ce qui fait que c'est une plante qui est critiquée, c'est que c'est une plante estivale. Donc ses gros besoins en eau sont en pleine période de sécheresse. Donc il faut arroser. Mais après, toutes les plantes,
même l'herbe. Sauf que la pousse de l'herbe, c'est mettre dans l'ordre même à la fin. Vous voyez, donc à partir du 15 février, on met les vaches en pâture. Donc là, les besoins en eau, il n'y a pas de problème. Ils sont suffisants. Et ils sont satisfaits. Et donc après, si vous voulez, Christian m'a fait remarquer en venant tout à l'heure, vous avez pu remarquer, il y a quelques arbres qui sont plantés dans la pâture. Et en fait, des alignements d'arbres. Donc ça, c'est aussi un système qu'on est en train de remettre en place et qu'on a expérimenté depuis maintenant 3 ans et qu'on va développer sur la propriété, sur l'exploitation. C'est un principe qui s'appelle l'agroforesterie, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Et c'est un principe qui n'est pas du tout nouveau, c'est un principe très ancien. Les tribus du milieu de l'Amazone se servent sans même le savoir, sans doute. C'est-à-dire qu'ils cultivent leur future vivrière sous les arbres. Donc dans notre système, ça a un intérêt parce que, si vous voulez, bon, peut-être pas là tout de suite, hein, ils ont 3 ans ces arbres. Mais d'ici une petite dizaine d'années, ils seront en mesure de produire de l'ombre, déjà pour les animaux, parce que c'est pas désagréable. Et puis l'intérêt, c'est on crée, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'INRA de Montpellier qui a beaucoup travaillé sur la question, on recrée un microsystème sur un très localisé. C'est-à-dire que l'arbre, dans des pâtures ou dans des cultures, participe à la création d'un microclimat qui est propice et qui protège les cultures et les animaux. Et comment il le fait? De façon assez simple, il puise en profondeur, c'est-à-dire qu'il n'épuise pas les premiers horizons du sol, il n'est pas directement en concurrence avec la culture, il puise en profondeur l'eau et les sels minéraux dont il a besoin, il rebalance l'eau à l'endroit où ça se trouve, parce que nous, quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'ombre ou on allume la clim. L'arbre, il ne peut pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme le maïs en été. Il a des petits trous sur la surface de ses feuilles, qui s'appellent des stomates, qu'il ouvre plus ou moins, et il transpire. Donc il prend l'eau en profondeur, et il la balance dans l'atmosphère, il se refroidit comme ça. Et en rebalançant de l'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère, et bien, dans l'environnement immédiat, il crée un microclimat avec de l'humidité et une baisse de température. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a petit à petit remis des alignements d'arbres. Alors pourquoi un alignement? Parce que c'est pour des questions de commodité. Là c'est en pré, un jour peut-être ça sera en culture, donc pour le travail de culture c'est quand même plus pratique d'avoir des arbres alignés que de zigzaguer autour. Puis alors accessoirement, l'arbre, à l'automne, il perd ses feuilles, et les feuilles elles tombent par terre, elles produisent de l'humus. Donc tout ça mis bout à bout, il y a des expériences sur des longs, assez longs, 20 ou 30 ans, qui ont été conduites notamment, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, en Toscane. Il y a beaucoup de systèmes agroforestiers qui montrent que sur 20 ou 30 ans, la biomasse produite à l'hectare est bien supérieure à la biomasse qu'aurait produit un hectare d'arbre ou un hectare de culture. C'est-à-dire que l'association fait qu'on a un gain, un bénéfice en termes de biomasse produite. Donc c'est intéressant. Et nous, dans nos systèmes bio, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors quand les gens vous disent que vous faites de la bio, vous revenez au Moyen-Âge, pas du tout. Au contraire, parce qu'on essaie de mettre en place ce genre de, entre guillemets, de synergie, d'associations qui font qu'au total, on a, comme on disait l'autre, la somme des parties est plus que enfin quelque chose comme ça, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on a un gain à chaque fois qui positive la situation. Mais c'est le problème qui est lié, je pense, au succès qu'a eu la bio ces dernières années. C'est-à-dire, on est passé d'une situation, comme on nous disait un petit peu de façon méprisante, l'agriculture biologique, c'est une niche. Bon, très bien. Et on est passé au fait que, encore cette année, j'ai vu récemment 22% d'augmentation des demandes des produits biologiques dans les business. C'est énorme. Il n'y a pas un secteur de l'économie qui progresse autant en une année. Donc forcément, ça crée des envieux. Ça attire. Et notamment les gens de la grande distribution. Donc eux, il leur faut du bio. Ils se foutent de savoir comment on veut les produire. Il leur faut du bio. Et alors, comme c'est pour le coup la grande distribution qui commande, les coopératives, la transformation s'en mêlent et met en place des systèmes biologiques, entre guillemets, qui n'ont plus rien à voir avec le bio. Je rejoins à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a fait que maintenant les gens veulent du bio. Et alors, historiquement, les gens, à l'époque où consommer bio, c'était presque un acte militant, on se cachait presque. Ils allaient à Biocoop, ils allaient au petit magasin bio, chez les petits paysans qu'ils connaissaient. Donc ils avaient une représentation de la bio. Éthique, ouais. Eux, aujourd'hui, les gens qui subissent la mode du bio, veulent du bio tout de suite et pas cher. Bon, si vous voulez, on sort de 40 ans de consumérisme effréné, débridé. Donc, nous les premiers, on va au supermarché, on veut de tout à n'importe quel moment. C'est-à-dire du raisin en février, de la tomate en décembre, du concombre. Voilà. Non, mais d'accord, je parle de nous, c'est en général. Donc, on a quand même quelque part ce réflexe. Alors, quand on va dans un magasin bio qui propose des produits locaux, pas toujours, mais de saison,
forcément, on n'a pas le choix qu'on peut espérer avoir. Et ça aussi, ça fait partie des habitudes de consommation qu'on a qu'il faudrait faire évoluer. Parce que si on veut mettre en place un système qui soit vertueux, il faut que les gens s'y mettent. Ou alors, il faut aller chercher des tomates, comme je disais tout à l'heure en Espagne, ou encore plus loin, parce que non, mais il ne faut pas de toute façon. Ce que vous pouvez faire confiance, c'est éventuellement un magasin que vous connaissez, qui a l'habitude de vendre des produits qui sont des produits dont vous connaissez à peu près la provenance, vous êtes sûr qu'ils ne viennent pas de l'autre bout de la planète, etc. Mais à celui qui produit, si vous ne connaissez pas, comment vous pouvez lui faire confiance? C'est possible. En plus, là, aujourd'hui, c'est vrai que le principe a été aggravé parce qu'il y a eu plusieurs années de crise en agriculture qui font que la bio devient une réelle opportunité, même pour des gens qui n'ont rien à faire de la bio. Il y a des gens qui sont tellement coincés financièrement qu'aujourd'hui, la bio, c'est la seule solution qui est plus fort. Plus fort, quand on s'est installé, nous, à l'époque, si on avait dit au Crédit Agricole, on va s'installer en bio, on nous a dit merci beaucoup de la visite. Allez voir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je peux vous dire, parce que ce sont des agriculteurs qui nous ont parlé dans ces termes, les gens du Crédit Agricole, pour ne pas les nommer, disent aux paysans, la seule solution pour vous, c'est de passer en bio. Vous voyez comme quoi les choses changent. Voilà. Oui. Alors, toujours pour revenir sur les pratiques dont on essaye de mettre en place. Donc, vous voyez, quand on a commencé ici, et moi le premier, j'ai vu les premiers, on est arrivé, on a commencé à travailler, on s'est installé en 2004, on a commencé à mettre en place des cultures en 2003, l'année célèbre sécheresse. Et à l'époque, ça me paraissait complètement inconcevable de faire pousser de l'herbe ici. En tout cas, très difficile, parce que le climat s'y prête pas forcément. Et alors, on a eu un petit coup de chance, pour une fois, ça ne ferait pas de mal. On a eu le vent, par l'intermédiaire de Bio 82, qui est une association de producteurs du Tarn-et-Garonne, qu'il y avait un programme de recherche à l'INRA de Toulouse sur les prairies à flore variée et l'utilisation de ces prairies dans les systèmes. On s'est informé, on nous a dit que ça tombait bien parce qu'ils cherchaient des parcelles sur le département pour en fait, mener une expérimentation. Donc on s'y est mis. Et donc on a implanté cette parcelle-là en premier, il y a déjà 5 ans de ça, c'est la 5e année qu'elle est en herbe. Et alors ce qui se passe, c'est qu'ils prennent en compte toutes vos données relatives à la ferme, météo, type de sol, etc. L'usage que vous allez faire de votre prairie, si c'est de la pâture, de la fauche, etc. Et en fonction de ça, ils vous donnent une composition floristique à mettre en place. Mais ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'espèces. Alors c'est un coût parce que c'est un investissement. Mais dans le temps, on s'aperçoit que ça vaut la peine. Parce qu'en fait, bon, on le voit, peut-être pas tout à fait ici, mais le principe, là, elles viennent de passer il y a 8 jours les vaches. Donc il ne reste pas grand-chose. En multipliant, en associant des espèces, c'est toujours le même principe. C'est le fait d'associer des espèces entre elles, donc on crée des conditions favorables. Et là, il se passe une chose, c'est qu'à partir de fin février, vous allez avoir des espèces qui ont besoin de peu de lumière, qui vont démarrer. Donc vous allez avoir déjà une pousse de l'herbe que vous allez faire profiter vos vaches. Et puis, un mois et demi plus tard, eh ben, ça va être d'autres, notamment les légumineuses, les trèfles, les luzernes, qui elles ont besoin de lumière et de chaleur, qui vont prendre le relais. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une pousse d'herbe sur un mois très rapide, ingérable avec le pâturage, parce que trop brutal, eh ben, vous allez étaler votre pousse sur 3 mois de production. Et en fait, vous allez lisser comme ça la production de l'herbe. Et là, vous allez avoir de l'herbe assez régulièrement. Bon, bien sûr que là, si vous revenez au 15 août ou au 14 juillet, ça va être différent. On change, on appelle ça un paddock, ça correspond à une petite pâture. Elles en ont un tous les matins. C'est-à-dire qu'on change tous les matins. Oui. Hier, par exemple, elles étaient à côté. On voit l'herbe a été mangée. Aujourd'hui, elles sont là, demain, elles seront là-bas. Et on tourne à peu près comme ça sur une... C'est tous les jours. Ça s'appelle le pâturage tournant. Voilà. Voilà. Et donc en fait, on a, c'est-à-dire que la taille de la petite pâture est adaptée au nombre d'animaux. Hein, mais on tourne comme ça, tous les jours on change de pâture. On a là actuellement 18 hectares de prés destinés à la pâture. Et en gros, elles mettent à peu près entre 16 et 25 jours actuellement pour faire le tour. Voilà. Donc là, elles sont passées il y a quelques jours, elles vont y revenir d'ici 3 semaines. Voilà. Et à nouveau, il y aura de l'herbe. Alors, il y en a encore un peu dans le sol, mais de toute façon on arrive à fin mai, vous savez ici fin juin c'est le maximum pour la pâture. Donc si on a encore un mois d'herbe, c'est très bien. Hein. Après on a une période de 2 mois de sec rude, là elles n'ont plus d'herbe ou presque pas, on les nourrit à l'auge, comme en hiver, mais par contre on les remet à l'herbe à l'automne, et là jusqu'à Noël elles peuvent pâturer, tant que les sols sont portants, etc. Donc on arrive en cumulant les deux périodes, à une période de pâturage qui n'est pas aussi longue qu'en Bretagne, on est d'accord, mais qui est pour la région tout à fait satisfaisante. Et qui change un petit peu les données du problème initial de dire ici, tous les gars autour de nous nous disaient, ici vous ne ferez pas pousser de l'herbe, c'est pas un pays où on fait pousser de l'herbe.
On pâture que 3 mois. Et encore. Oui, encore. Et alors ce qu'on fait, vous voyez, au fur et à mesure que la température augmente, la chaleur, etc., que la pousse de l'herbe se ralentit, vous avez de l'autre côté de la haie, là, vous voyez, une pâture, un pré que j'ai fauché il y a 15 jours. Donc là, j'en ai fait un foin, justement. Et là, c'est en train de repousser. Donc cette prairie-là, elle n'était pas dans la surface totale mise à disposition pour la pâture. Mais elle va y venir. C'est-à-dire, avec la période avançant dans l'été, j'augmente au fur et à mesure ma surface pâturable. Donc je compense d'une certaine manière le déficit d'herbe par une augmentation des surfaces mises à disposition. Et donc ça fait partie des parcelles qu'on va, à partir de cet automne, replanter. On a fait une demande là cette année pour replanter comme ici des alignements d'arbres. Voilà. Là, vous avez vu dans les alignements d'arbres, vous voyez, il y a 16 personnes. J'ai monté ça ce printemps. C'est pour les arbres. C'est pour la prairie. Voilà, et en même temps pour les arbres. C'est une petite expérimentation que je mène moi, parce que j'espère, là pour le moment ils n'ont pas servi. Mais là, si on nous annonce un peu de pluie la semaine prochaine. Si on n'a que quelques millimètres, ça sera insuffisant. Donc là, je vais faire un arrosage, une vingtaine, 20-25 millimètres, en espérant comme ça prolonger ma période de pâturage. Et l'eau, vous la prenez où là, Alors là, ça fait partie, c'est de l'eau qu'on achète sous contrat à la compagnie d'aménagement des poteaux de Gascogne, qui distribue de l'eau jusque dans le Beaumontois, là-haut. Il y a des lacs de réserve d'eau pas pour le réseau ici, là c'est pompé directement en Garonne. Voilà. Par contre, sur la Vitte, il y a le lac de Jansac, qui est une réserve énorme, qui permet d'arroser le secteur, effectivement. Donc là, en fait, c'est pas mon objectif en faisant ça, c'est pas de faire pousser de l'herbe, c'est pas la saison. En été, je ne vais même pas essayer d'arroser. Je veux simplement essayer de gagner 15 jours, fin de saison de pâturage d'été, le printemps, et avancer à l'automne de 15 jours. Ça me ferait un mois supplémentaire, avec une voire 2 irrigations. C'est à titre expérimental. Je vais voir ce que ça donne, ce que ça me coûte, etc. Si ça vaut pas la peine, je vire. Donc là, effectivement, on a une association d'un blé, voilà, et de féverolles. Alors la féverolle, qu'est-ce que c'est? C'est une fève, tout bête, c'est une légumineuse, qui a la particularité de produire des graines qui sont très riches en protéines. A contrario du blé, qui lui a plutôt tendance à produire des sucres, de l'amidon, donc de l'énergie. Juste une. Et donc l'association des deux permet d'avoir un aliment qui sera plus équilibré, puisqu'on a un apport d'énergie, de sucre avec le blé, et un apport de protéines avec la féverolle. Alors l'autre intérêt aussi d'associer les cultures entre elles, c'est que vous voyez par exemple, si je cache la fève, ben on s'aperçoit que les épis de blé sont quand même assez éloignés. D'accord? Parce qu'en fait, si on sème un blé pur, on a une densité de semis, une quantité de graines qu'on met à l'hectare qui sera beaucoup plus importante. Et donc si on a une quantité de graines beaucoup plus importante, on aura un nombre d'épis plus important. Bon. Et alors ça pose un problème parce que vous savez, une des règles de base des systèmes naturels, c'est la prédation. C'est-à-dire que tout est un équilibre, et à partir du moment où il y a une population qui essaie de surpasser les autres, hop, il y a des prédateurs qui font en sorte que tac, on lui coupe la tête pour rétablir l'équilibre. Et alors dans des systèmes agricoles conventionnels, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on supprime toute diversité, on fait de la monoculture. Et justement, parce qu'on fait ça, on crée des densités qui sont telles qu'on a une explosion des ravageurs, des prédateurs qui sont les maladies. Quand on veut définir l'agriculture biologique comme une agriculture qui est exempte d'engrais chimiques et de pesticides de synthèse, et ben un des moyens de lutter contre les ravageurs, c'est de revoir les quantités et les façons dont on sème. Parce que là, effectivement, s'il y a une bébête ou une maladie qui est sur cet épi, elle aura un peu plus de mal à venir sur l'autre que si elle est là. Voilà. L'autre intérêt, c'est que, je ne sais pas si je vais pouvoir en arracher une, bon, peut-être pas. Sur les racines, les protéagineux et les légumineuses, elles ont ce qu'on appelle des nodosités. On ne les voit pas trop bien, enfin, c'est pas grave. En fait, ce sont des bactéries qui vivent en symbiose avec la plante et qui ont une particularité. Ouais, c'est des petites boules. Et donc, elles ont une particularité intéressante, c'est qu'elles sont en mesure, ces bactéries, de fixer l'azote qui est dans l'air. Les végétaux se nourrissent essentiellement d'azote, de potasse et de potassium, pour les trois principaux. Et le plus grand gisement d'azote qu'on ait sur Terre, il est au-dessus de nous. Donc cette plante-là, elle va capter l'azote qui est dans l'air, elle va s'en servir pour elle,
qu'elle va en libérer dans le sol, que le blé va profiter, il va utiliser, parce que lui, il n'est pas capable de faire ça. Donc là, on a un blé que pas extraordinaire, mais qui est correct, parce qu'il est nourri par la plante en azote. Alors, au contrario d'un blé que vous avez plus loin là-bas, qui est un voisin professionnel, vous voyez, on voit d'ici qu'il y a au moins 4 fois plus d'épis. Mais lui, il est déjà passé 4 fois avec l'engrais. Et des pesticides, etc. Oui, donc vous en avez De quoi d'autre? des pesticides. Absolument pas. Mais pas. On a des pesticides. Ah, vous voulez dire quand c'est genre Oui, ah, il est forcément. alors ça c'est la question typique des gens qui, effectivement. Alors comment faire? On va s'affranchir de nos voisins. C'est une première possibilité. C'est pas facile. La seconde, c'est que heureusement, ils ont un petit peu de bon sens, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, on va traiter. Et alors après, on peut aller voir un peu plus haut. Entre nos champs, notre culture et les leurs, on laisse une bande en herbe de 6 mètres qu'on détruit par broyage, systématiquement. Donc c'est insuffisant, mais c'est toujours une petite surface qui permet que quand il y a un épandage de pesticides, que s'il y a des embruns qui se déposent là, en priorité avant de déposer sur la culture. Mais une fois, je me rappelle, il y avait une discussion comme ça avec une personne qui essayait de passer à la bio, qui disait c'est compliqué, j'ai dit mais voilà, etc. J'ai dit patientez. Un jour, c'est pas nous qui serons cernés par les chimiques, ce sera le contraire. Il restera quelques chimiques cernés par les bio. Donc ça va venir, patient. Mais en même temps, ce qui est sûr, c'est que même s'il y a des embruns, je peux vous garantir que je préfère manger ce blé-là que celui du voisin. Ça, c'est sûr. Parce que si vous faites des années, là, vous aurez beaucoup moins de pesticides que l'autre côté. Là, il n'y a pas de pesticides. Voilà. Donc ce mélange-là, on a la possibilité de le récolter de deux façons. Soit une forme mûre, en sec, en graines, voilà, pour faire de la farine, pour distribuer aux vaches. Ou alors on le fauche un peu avant ce stade-là, quand il est encore bien vert, mais on ne met pas forcément les mêmes espèces, mais c'est le même principe, on associe du bois, de l'avoine, des choses comme ça. On le fauche, on le fait sécher 2 ou 3 jours, et on le met sous une poche enrubanée, comme on va voir. C'est ce qu'on appelle un en enrubané, parce qu'encore une fois, c'est un fourrage qui est séché. Mais en fait, l'objectif, c'est de créer une fermentation lactique. C'est ça, anaérobie, pour la conservation. Et donc là, vous verrez, on en distribue le matin aux vaches avant de partir à la pâture. Ça fait un fourrage qui est apprécié des animaux, très riche, mais qui a de la fibre, qui est intéressant d'un point de vue physiologique. Nous, on fait un échec son pain. Oui. On mange notre pain avec notre blé à nous. Donc on fait ça. On passe sur une table de triage. Je m'en sers pour produire mes semences, parce que je fais mes semences, mais aussi pour sortir le blé que je voudrais consommer. C'est-à-dire que ça sépare. Et c'est facile parce que c'est pas du tout la même graine. Celle-ci est beaucoup plus grosse, hein, c'est facile à voir. Alors, il y a une différence. Celle-ci n'ira pas plus gros en taille. Donc c'est facile, il suffit d'un calibrage. Vous mettez le blé d'un côté, la févrole de l'autre. Vous avez du blé. C'est une intervention supplémentaire, mais c'est tout à fait réalisable. Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais je désespère pas d'en avoir un jour, d'avoir accès à des variétés de blé anciens qui eux mettent beaucoup de paille, c'est vrai. Mais souvent les blés sont très hauts qu'on voit dans les champs parce que ils sont forcés aux engrais. Et donc là, pour le coup, ils les raccourcissent avec des hormones pour éviter qu'ils tombent parce que justement la tige est trop. Souvent les gens disent le vent a couché les blés. Ben non, mais ici le vent aussi, il n'a pas touché. C'est le fait qu'on met trop d'azote dessus qui fait que le vent ils deviennent fragiles, ils s'enlèvent et ils tombent. Voilà. C'est pas la même chose. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui les traitent pour les raccourcir. Agroalimentaire. Alors forcément, comme c'est elle qui achète, elle impose à la production, elle veut tel type de blé, tel type de ceci, tel type de cela. Les tomates, il faut les emmener à l'autre bout de l'Europe en 24 heures, donc il faut qu'elles tiennent au transport. Tout ça, ça commande la production. Et au final, on a des aberrations. Il y a 20 ans, on a mis en place, j'ai travaillé en chambre d'agriculture, je peux en parler, on a mis en place des systèmes de fertilisation sur le blé après les piaisons. Pourquoi ? Parce que la leunerie industrielle, c'est-à-dire en fin de cycle, la plante n'en a plus besoin. Voilà, elle n'a plus besoin, ou très peu. L'essentiel de ses besoins azotés, c'est pour sa croissance. Mais on nous a dit qu'il fallait en mettre après les piaisons. Pourquoi ? Parce qu'on retrouvait l'azote qu'on mettait dans le grain du blé. Et pour quelle raison ça avait un intérêt ? Parce que les meuniers industriels ont trouvé que, d'un point de vue process industriel, la pâte, la farine de blé qui avait un taux de protéines élevé avait une élasticité, un lien beaucoup plus intéressant pour la fabrication. Voilà. Donc là, c'est bel et bien un exemple de l'industrie commande à la production agricole tel type de. Donc on produit des matières premières. À partir
partir du moment où vous changez ce modèle-là, vous produisez vraiment ce que devrait être l'agriculture, c'est de produire, de nourrir, d'avoir une fonction nourricière. Donc on change le modèle, on change la façon de faire. On règle beaucoup de problèmes. Quand vous avez les toubibs qui disent aujourd'hui aux gens ne mangez pas de lait, de produits laitiers, c'est poison. Je dis oui, c'est poison. Moi j'en produis. Mais le lait que vous avez dans les supermarchés, oui, celui-là il est toxique. Celui-là il est poison. Pourquoi? Faites l'exemple un jour. On peut vous donner un litre de lait, vous faites l'exemple chez. Vous mettez la bouteille de lait sur la table, vous le laissez une journée. Le soir vous regardez, vous allez voir, au-dessus il y a la crème, au-dessous il y a le lait. D'accord? Prenez une brique de lait, même entier. Vous le laissez 6 mois sur la table, vous ne verrez jamais ça. Jamais elle le fera. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Donc c'est pas du lait, c'est un autre type de produit. L'organisme, si vous voulez, il reconnaît les protéines, les matières grasses en fonction de la forme qu'elles ont. Quand on fait subir des traitements thermiques au lait, on modifie. Mécanique, tout ça. On n'arrête pas de le martyriser ce pauvre lait. Et au final, on appelle ça du lait, mais c'est pas du lait. C'est pas du lait, c'est du poison. Je vous invite à regarder un jour, si vous passez de Montauban en direction de Toulouse, pour l'autoroute, vous avez l'usine Lactalis, à votre gauche, Lactel, l'essentiel est dans Lactel. Regardez bien où se trouve le stock de lait. Regardez, juste par curiosité. Vous avez un immense parking en béton, goudronné. Vous avez des belles palettes de bouteilles au bord de la route, de lait UHT, sous film. Et le lait est là. Et tous les supermarchés en France stockent de la même façon. Ce qui est hors froid, hors chaîne de froid, c'est dehors, en plein soleil, au gel. Il y a une sacro-sainte idée à ne pas toucher, c'est la stérilisation du UHT. Pourquoi? Parce que les industriels ont l'intérêt de le faire. Il y a plein de pays du nord de l'Europe qui ne consomment pas de lait UHT. Pasteurisent, parce qu'il faut quand même une garantie sanitaire, d'accord? Mais ils ne font pas ce genre de produit-là. Je peux vous dire, 60. Et on le porte à température de façon progressive. Là, c'est vraiment un choc thermique. Le lait arrive à 2 degrés, il est froid. On le passe à 180 degrés pendant quelques secondes. C'est vraiment un choc thermique qu'on progresse. Et alors, vous pouvez le laisser 6 mois là, à température ambiante, il ne bougera pas. Forcément, c'est plus de lait. Donc effectivement, ça c'est toxique, oui. N'en buvez pas, n'en mangez pas. Et pourquoi vous pensez que les industriels font la guerre aux produits, au fromage, au lait cru, etc. C'est pour les mêmes raisons. C'est compliqué. Il vaut mieux travailler du lait stérilisé, c'est beaucoup plus rapide.